Hello. Alors dans cette vidéo j'avais envie de vous faire un petit wrap-up. Ouais. J'ai pas lu grand chose mais quand même je vais faire un wrap-up. Voilà, c'est dit. On est aujourd'hui le 1er mars et je me suis dit qu'il était absolument temps que je vous fasse un wrap-up de mes lectures de janvier et de février, même si j'ai pas lu grand chose. Donc voilà. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures de janvier et de février 2022. J'ai pas lu grand chose, je sais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie un petit truc d'ailleurs. En fait, comme chaque année, j'essaie de définir un objectif de lecture. J'essaie de définir un objectif de lecture, j'y arrive pas toujours, mais quand même, j'essaie de me définir un petit objectif de lecture. Je vous disais qu'en général, en début d'année, j'essaie de me définir des objectifs pour mes lectures sur l'année, histoire de me motiver parce que je suis un peu flemmarde sur les bords quand il s'agit de lecture. Donc j'aime bien être motivée par voilà, des objectifs bien cohérents et tout ça. Du coup, je vais aller voir combien j'avais mis pour l'année 2022. J'avais mis 65 bouquins à lire en fait. Et j'en ai lu que 3. J'en ai lu que 3. D'accord, ok. On me dit que il faut que je lise 1,50 livres par semaine pendant le reste de l'année pour terminer mon défi. Est-ce que je vais y arriver? Ça, je ne sais pas. On verra bien. Mais du coup, je vous introduis quand même les 3 livres que j'ai lus en janvier et en février. Vous allez voir. C'est pas des petits bouquins. Honnêtement, vous allez en fait... J'attends de vous que vous me félicitiez quand même. Parce que honnêtement, j'ai donné de mon cœur là. Parce que je déteste les pavés. Mais j'ai l'impression qu'en janvier, en février, j'ai lu que ça. J'ai lu que ça, littéralement. Du coup, je vous montre ma lecture de janvier qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a vraiment fait chier aussi un peu. Parce que c'était un peu long. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Et puis voilà, je vous montre tout ça. Et il s'agit en fait de Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Alors, c'est un bouquin... en version poche, comme d'habitude vous me connaissez, moi j'aime trop les versions poche, pardon. C'est un livre qui fait quand même 577 pages. On n'est pas sur les écritures les plus grosses non plus, hein. Vous voyez, on n'est pas sur les trucs les plus gros, mais bon, c'est pas les plus petits non plus, mais bon, ça va, hein. Disons que ça va. Mais honnêtement, c'était long, c'était long. Tout le mois de janvier, j'étais déçue parce que c'était long. D'abord, l'histoire, c'est quoi en fait? L'histoire, c'est l'histoire, enfin, de toutes les manières, c'est un classique, hein, Les Hauts de Hurlevent. Déjà, je l'ai acheté pourquoi d'abord? Je l'ai acheté, je me suis dit que j'allais le lire à cause d'une référence dans Twilight. Parce que oui, moi, je fais partie de l'une des rares qui aime Twilight, ou je sais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup sur la sphère Booksta qui n'aiment pas trop Twilight, mais moi j'ai adoré les bouquins et les livres. Qu'est-ce que je raconte? Les bouquins et les films. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On est qu'à 3 minutes, hein. Je vais m'améliorer avant la fin de la vidéo. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai entendu parler de ce bouquin dans Twilight. Et en fait, il y avait une certaine fascination morbide que Bella avait quant au héros de Les Hauts de Hurlevent. Et je trouvais intéressant j'essayais de comprendre en fait pourquoi elle était attirée ou fascinée par les personnages en fait. Du coup, je me suis dit, bah écoute, c'est un classique, Diane, et prends le temps de le lire au moins. L'année 2022, ce sera l'année des classiques que j'ai pas lu, qu'il faudrait que je me rattrape. Du coup, je me suis dit, ben lance-toi. Avec Debbie, on s'est fait une lecture comme une sauvage façon à l'arrache. Et on a commencé à le lire. Du coup, voilà, on est en 1801 quand l'histoire commence à reculer. C'est-à-dire qu'on était déjà dans le futur de l'histoire qu'on allait nous raconter. Donc l'histoire se passe en Angleterre dans un petit coin, un petit village. Un petit village, c'est pas une ville parce que c'est assez petit quand même. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un monsieur qui a une plantation, qui a des titres, qui est plutôt fortuné, qui en rentrant un jour de voyage va recueillir un orphelin qui n'avait pas de toit et qui va ramener chez lui pour habiter dans les Hauts de Hurlevent. C'est-à-dire que c'est le coin où, vous savez, il y a un peu...
c'est un peu c'est la montagne. Je sais même pas. C'est comme la montagne. Il y a du vent. Il y a du vent partout. Il y a du vent qui est violent. T'as les récifs. T'as les... Bref. Ouais. En fait, quand j'imagine ça, je vois plutôt l'Écosse en fait. Quand je me suis fait l'image. Je pensais pas que... Mais bon, en même temps, l'Angleterre, là, je sais pas. L'Angleterre et l'Écosse, pour moi, c'est pas trop différent. Du coup, on est dans un peu cette ambiance où t'as... honnêtement, je pense que ça se voit grave que je sais pas préparer la vidéo. Je suis désolée. Mais quand je la prépare, je reste trop figée devant la caméra. Donc, voilà. Du coup, je reprends. Du coup, on est dans les années 1800. On a en fait un vieil homme un peu richissime qui ramène un jeune orphelin dans sa famille et qui va l'élever. Il va l'élever et il va essayer de le protéger coûte que coûte parce que dans sa famille en fait il y a sa femme et son fils qui n'aiment pas l'orphelin et qui vont vraiment lui mener la vie dure. On parle de Heathcliff qui est, tu vois, le personnage principal par excellence de cette histoire qui va grandir dans ce sentiment là. Mais en fait il va pas trop y attacher importance parce que sa sœur adoptive, c'est-à-dire la fille du monsieur, elle est très gentille avec lui et ils sont hyper complices l'un envers l'autre. C'est-à-dire que... Comment elle s'appelle la fille des... Catherine. Donc c'est quoi l'histoire? Je vais reprendre la partie de l'histoire parce que c'est trop brouillon. Alors l'histoire c'est celle, elle se déroule je pense en Angleterre dans les années 1800. On a un vieil homme richissime qui de retour de voyage va rencontrer un jeune orphelin qui n'a pas de toit et qui va décider de l'amener avec lui chez lui pour l'éduquer, pour l'élever parce qu'il voulait pas le laisser à la rue. Donc le jeune richissime il va ramener, enfin c'est un jeune, je pense qu'il avait plus de la quarantaine, bref c'était un vieux déjà à leur époque parce qu'apparemment quand on dépasse les 40 ans là-bas là, à leur époque les gens mouraient comme pas possible. Du coup il ramène le jeune orphelin chez lui à la maison. Ce qui se passe, c'est que dans sa famille à lui, sa femme n'aime pas le jeune orphelin, son fils n'aime pas le jeune orphelin. Il n'y a que sa fille qui se lie d'amitié avec lui et honnêtement, il va grandir le jeune orphelin qui n'a pas de nom, qui va se faire appeler Heathcliff. Il va grandir en fait dans une ambiance un peu morose, dans une ambiance de brimade parce que la femme et puis... le fils du monsieur ne l'aime pas, donc ils le lui font ressentir, même si la femme, bon, je ne vais pas parler d'elle, elle ne dure pas trop longtemps dans l'histoire. Mais bon, du coup, il grandit dans une ambiance un peu morose et tout ça. Il n'y avait que le monsieur qui était gentil avec lui, et puis il y avait Catherine, qui bien entendu sera sa complice. Ils vont grandir ensemble, ils vont être amis, puis plus tard des émotions, des sentiments vont se développer entre eux. Voilà le truc en fait, comment l'histoire commence. Alors l'histoire aurait pu bien se dérouler si à un moment donné en fait Catherine n'avait pas été séparée de Heathcliff et qu'elle n'avait pas en fait connu un pan de la société qu'elle ne connaissait peut-être pas, qui lui a donné d'autres envies justement et des envies d'appartenir à une classe plus intéressante, de ne plus être la sauvageonne d'un temps. Et c'est à ce moment là qu'elle va décider d'épouser quelqu'un d'autre et c'est là que va commencer je crois la revanche de Heathcliff. Ce qui se passe dans ce roman tout le long, ce n'est absolument pas une histoire d'amour les gars, absolument pas, je suis désolée. Les gens te le vendent comme une belle histoire d'amour mais what the fuck, il n'y a pas une once d'amour dans cette histoire. En fait les personnages, on essaie de te montrer qu'ils sont amoureux l'un envers l'autre et tout ça. Et puis... je sais même pas comment vous dire. En vrai, les classiques, avec du recul, moi je trouve que les classiques vieillissent très mal en général. Ils vieillissent plutôt mal. Et pour moi, Les Hauts de Levant, c'est un exemple classique. Parce que déjà... l'histoire d'amour, moi, je ne l'ai pas ressenti. Je vous donne mon ressenti général. Je ne l'ai pas ressenti parce qu'elle était glissée en quelques phrases à des moments qui... c'était comme si on te sortait un lapin d'un chapeau, en fait. À des moments qui, pour moi, ne se prêtaient pas aux déclarations. En plus, c'était des déclarations. On ne te fait pas ressentir l'amour. Vous savez, ce n'est pas comme le show it, don't tell it. Parce que c'est la règle d'or en fait de l'écriture. Tu n'es pas censé écrire que les gens ils s'aiment en fait. Tu dois montrer qu'ils s'aiment. On doit deviner en fait dans tes mots ou dans les émotions ou dans les actions qu'ils font que ce sont des gens qui sont amoureux l'un de l'autre.
Mais non, en fait, dans l'écriture là typique, moi je n'ai pas ressenti dans la description des actions ou dans les émotions qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre. Moi je l'ai ressenti que quand ils ont fait la déclaration, oh je t'aime, moi non plus, je sais pas quoi. Et puis c'était tellement mal amené la situation dans laquelle ils se sont fait leur déclaration. J'étais là en mode mais what the fuck. Du coup, revenons-en en fait à la jeune fille Catherine qui a envie de grandeur, a envie d'appartenir à une classe élitiste, qui épouse quelqu'un d'autre. Ben, ça va pas plaire à Heathcliff en fait, du tout pas, parce que du coup, il va vouloir prendre sa revanche sur toute la famille à cause de ça. Et durant les 400 pages qui vont suivre, ou 450 parce que ça fait 512 pages, t'as 100 pages où tout a l'air normal, c'est le début de l'histoire, tout est beau, tout est mignon, c'est le monde des bisounours. Et après, quand elle prend la décision d'aller épouser quelqu'un d'autre, ce qui va se passer, c'est que ce sera une période très sombre. On aura beaucoup de sentiments très négatifs dans tout le long du roman, tout le long. En fait, il y a beaucoup d'envie de revanche, il y a beaucoup d'envie de destruction. Donc moi, je ne comprends pas les gens qui parlent d'histoire d'amour, parce que pour moi, c'est pas une histoire d'amour. Et il y a des scènes, honnêtement, qui pour moi démontrent plus, qui démontrent plus, vous savez, de la possession que de l'amour. Il y a vraiment trop de trucs étranges qui se passent dans cette histoire en fait. Entre cette histoire d'amour entre Heathcliff et Catherine, parce que pour moi c'était plus de la possession, de la domination, vous savez, un sentiment d'appartenance ou je sais pas, mais c'était pas de l'amour pour moi, parce qu'il a fait plein de trucs bizarres Heathcliff, hein. Il était complètement... il a pété en câble, moi j'ai envie de dire, quand l'élu de son cœur s'est marié avec quelqu'un d'autre. Donc... il va pas arrêter de vouloir se venger plusieurs générations même plus tard. Enfin, des générations même plus tard, je vais dire. Et j'ai pas envie de spoiler plus, parce que sinon, quel est l'intérêt pour vous de le lire finalement? Donc voilà en fait ce qui se passe dans cette histoire des Hauts de Hurlevent. Moi j'ai beaucoup apprécié les descriptions d'Emily en fait quant au décor, au paysage. On sentait vraiment les vents en fait qui... traversait les bruyères, qui en fait s'insinuait en fait dans les petits trous du château. Enfin, on sentait vraiment, vous savez, le climat qui était violent, qui était dur, qui était vraiment âpre. On le sentait et je trouvais que ça allait de concert en fait avec la violence des sentiments ou des émotions que chacun des personnages de l'intrigue ramenait dans le panier, parce que finalement vous savez, chacun rajoute sa dose de haine, de revanche, de tout ça, et puis voilà, ça donne selon moi les Hauts de Hurlevent. J'ai eu du mal parce que justement je vous disais plutôt que pour moi je pensais que c'était une histoire d'amour, du coup je m'attendais à ce que tout ça mignon et tout ça, et du coup c'était pas ça. Du coup j'ai dû me refaire une image au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire, et j'avançais beaucoup plus lentement parce que ça ne me hypait pas, puisque j'avais autre chose en tête. Par contre, il y a un truc qui m'a choqué vers la fin, c'est que je m'attendais vraiment à un truc morbide et ça n'a pas été le cas. C'était comme un conte de fées qui se finissait. J'étais là en mode mais what the fuck. Mais bon, soit. Disons que c'est l'effet de surprise et que voilà, en soi, ben, il m'a surpris quand même. Donc je trouve qu'il a produit un effet sur moi. Après, je ne pense pas, c'est absolument pas un coup de cœur pour moi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit c'est un coup de cœur. Pour moi, c'est pas un coup de cœur. C'est juste des personnes qui n'ont pas pris le temps de s'asseoir et de parler. Et puis, leurs incompréhensions, hein, c'est devenu la haine, la revanche, des trucs de ouais, je te lâcherai pas, même jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est la mort ne nous séparera pas. Voilà. Voilà comment j'ai passé mon mois de janvier en fait, à lire les Hauts de Hurlevent, et j'étais là en mode, je vois pas ce que ça a d'intéressant pour que Bella elle aime autant le personnage. Je comprends Edward quand il lui disait mais je comprends pas pourquoi t'aimes Heathcliff, il est bizarre Heathcliff. Edward lui disait ça dans le bouquin et elle disait ouais mais moi j'adore Heathcliff. J'étais là, je me disais sûrement que c'est quelqu'un à la Edward et tout ça que moi je kiffe personnellement, parce qu'il est dans le self-degrading à donf. J'aime bien les personnages comme ça. Mais bon, Heathcliff, non. Il n'est pas dans le self-degrading, il est dans le self-revenging. Et honnêtement, je sais pas. Bon, on dira au moins que j'ai lu
Le fameux livre d'Emily Brontë, le seul qu'elle ait paru et qui a eu un succès après sa mort, je crois, ou juste avant qu'elle ne meure. Bref, elle n'a pas vraiment profité du succès de son œuvre, ce qui est dommage. Il paraîtrait même qu'elle l'avait écrit sous un pseudo masculin pour qu'il se fasse paraître et que c'est après que, bon, ils ont réalisé que c'était elle, l'une des fameuses sœurs Brontë, et qu'on a repris ça à son vrai nom. Donc voilà pour janvier. Il n'y avait pas beaucoup de trucs, mais c'était conséquent quand même, avouons-le. Passons ensuite au mois de février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en février? En février, honnêtement, j'étais là en mode, je suis en retard. Parce que là, 65 bouquins, là, il faudrait que je me fasse quelques semaines enfin, il faudrait que des mois, je me fasse au moins 5 livres. C'est ce que je m'étais dit. Grosso modo. Du coup, en février, honnêtement, j'étais enthousiaste. Comme je vous l'ai déjà dit, en janvier, février, mars, tout est nickel. Je suis au taquet en mode, je vais lire comme pas possible. Je vais me donner à fond et tout et tout. Et je suis vraiment chaude patate. Ce qui s'est passé en février, c'est que finalement, j'ai lu que 2 bouquins. Je vous explique ce qui s'est passé en février. Alors, en février, déjà en février, il y a un truc que tout le monde néglige. Le mois, il est beaucoup plus court, hein, les gars. Il est beaucoup plus court que les mois précédents. C'est-à-dire qu'on grignote quand même 5 à 6 jours, ça dépend. Ça a été le cas ce mois-ci, cette année. Du coup, je crois que ça excuse quand même le fait que j'ai lu que 2 bouquins. En même temps, je ne me mets pas la pression du tout parce que... Et je fais ce que je veux. Si j'ai envie de lire, je lis. Si j'ai pas envie, je lis pas. Et puis voilà. De toutes les manières, j'ai plusieurs passions en plus de la lecture. Donc je ne m'ennuie pas souvent. Donc même si je ne lis pas, je fais autre chose. Et autre chose aussi intéressante comme vous monter ou vous faire des vidéos sur les dramas que je regarde. Bientôt, je vais peut-être passer des animés que je regarde aussi. Parce que je regarde beaucoup également. Donc en fait, voilà. Quand je ne lis pas, je fais autre chose qui m'apporte... un sentiment de béatitude quand même, vous savez, je me sens super bien. Du coup, en premier lieu, j'ai lu en février Golden Son. Vous savez, c'est le tome 2 de Red Rising de Pierce Brown. J'avais déjà fini le tome 1, je crois, en décembre, fin décembre, je crois, de mémoire. Et la fin du tome 1 me donnait envie de continuer sur le tome 2. Et pour rappeler un peu le pitch... Golden Son, on suit les aventures dans le tome 2 de Darrow. Enfin, l'histoire de base, c'est qu'on est dans un monde... est-ce que c'est post-apocalyptique? Je ne pense pas. Mais bon, on est dans une dystopie où la société maintenant a été répartie en termes de couleurs. C'est-à-dire qu'ils ont mis 7 couleurs. Ils ont défini les personnes dans... Ils ont défini 7 catégories de couleurs. Attendez, je ne veux pas me tromper, donc je préfère vérifier. Ils ont défini... Attendez, ils ont défini... Ah non, c'est plus que ça. Ouf, attendez. 4, 8, 13. Bon, il y a 13 couleurs qui régissent la société. Et chaque couleur, en fait, a ses appétences, a ce qu'elle est censée faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas être d'une couleur et avoir envie de faire quelque chose d'une autre couleur. Donc, tu as les orques qui sont les dirigeants de la société, tu as les argents qui sont les entrepreneurs, les businessmen, women. Tu as les blancs qui sont les prêtres et les prêtresses des temples, je pense pour la religion, et les cérémonies de la société, parce que leur monde est devenu la société. Tu as les cuivres qui sont les administrateurs, les hommes de loi et les bureaucrates. Tu as les bleus qui sont les pilotes et navigateurs élevés pour équiper les vaisseaux. Les jaunes sont experts en sciences sociales et naturelles. Les verts sont des programmateurs, développeurs. Les violets sont des artistes et créatifs. Les oranges sont des gens du support et de l'entretien. Le gris, c'est une force de police armée ou force d'intervention. Voilà. Les bruns, ce sont les domestiques, les personnels d'accueil, les serviteurs. Les obsédiens, c'est une race monstrueuse dédiée à la guerre. Les roses, ce sont des esclaves cultivés pour leur beauté. Esclaves sexuels, quoi. Les rouges, ce sont des ouvriers non spécialisés. Ils sont habitués aux travaux manuels. Du coup, notre Darrow, le héros de ce bouquin, il fait partie de la couleur la plus basse, c'est-à-dire la couleur des rouges. Ce sont eux qui font tous les travaux. Et ce qui est différent avec la couleur rouge, c'est qu'ils font des travaux, ils font la basse besogne, c'est-à-dire qu'ils sont là à creuser tout le temps la planète Mars, en pensant qu'ils sont en train de la terraformer, alors que la planète a déjà été terraformée, des gens vivent à la surface.
mais on ment aux couleurs rouges en leur disant que non, personne, en fait on attend que vous fassiez tout le travail pour qu'on puisse habiter tous en surface, alors que non. Du coup, les rouges, ils sont on les a mis dans une petite bulle de mensonges où ils pensent que la surface n'est pas encore habitable et qu'ils sont en train de travailler pour la rendre habitable, alors qu'on est en train de les exploiter pour qu'on recueille une ressource que la société va utiliser plus tard pour faire des armes ou bien pour revendre à d'autres. Enfin, voilà. C'est des exploités de ouf. Ils vivent dans des souterrains, ils vivent sous terre et tout ça. Du coup, ils n'ont pas forcément des conditions très sympatoches. Et notre héros Darrow, en fait, lui, il est amoureux d'une femme, il est marié avec elle. Il a déjà 16 ans à l'époque, je crois. Bref, apparemment, dans ce monde-là, les gens à 16 ans pouvaient se marier. Donc voilà, il avait sa petite femme. Il était heureux dans son petit monde, même si c'était pas un monde très bobo, il était heureux dedans. Quand, en fait, sa femme, qui est du genre à vouloir la justice et tout ça, va le mettre dans le pétrin, ou bien dans le baba, va le forcer en fait à suivre son idéologie à elle. Du coup, il va se retrouver à découvrir la vérité, c'est-à-dire le poteau rose ou les rouges et tout ça. Il va comprendre qu'on les a exploités et que avec le rêve que voudrait sa femme, ce serait intéressant pour lui de rentrer dans une association secrète qui a pour but d'infiltrer la race la plus cotée, c'est-à-dire la race des Or, et faire imploser la société de l'intérieur. Du coup, on aura affaire en fait à un espion qui va tout faire pour prendre les traits des Or et va tout essayer de faire tout comme eux pour essayer de monter le plus haut possible dans la hiérarchie et faire imploser le truc. Pour que finalement le système des couleurs explose et que on revienne à un monde comme celui qu'on a actuellement. Même si celui qu'on a actuellement, est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas. Bref. Ça reste à débattre. Donc, dans le tome 1, on suivait Darrow pendant qu'il faisait sa formation, c'est-à-dire que il est rouge et je pense qu'ils ont été tous modifiés pour correspondre aux tâches qu'ils sont censés faire selon leur couleur. Du coup, les rouges, ils ont des gènes spécifiques et les Or ont des gènes spécifiques. Dans le tome 1, ils découvrent la vérité sur la société qui est régissée par des couleurs. Et on lui apprend en fait, on lui fait de la chirurgie esthétique je crois pour tout changer, pour qu'il ait l'apparence d'un Or. Du coup on le forme pour qu'il puisse avoir l'apparence et qu'il puisse se comporter comme un Or, et pour le faire intégrer après dans l'académie, histoire de se faire repérer par une maison qui voudra l'employer plus tard pour qu'il soit en fait dans la hiérarchie et commence à monter. Dans le tome 2, ce qui se passe, c'est que c'est la panique à bord. C'est-à-dire que il a passé l'épreuve de l'académie. C'est-à-dire qu'à l'académie, il a fait ses preuves. Il est sorti pas grand vainqueur, mais bon, on l'a bien remarqué. Du coup, il était plutôt coté et il a été choisi le premier parmi les gens de l'académie. Il a été choisi dans une famille qui n'aime pas spécialement parce que le régent de cette famille-là est responsable de la mort de sa femme. Du coup, il ne le porte pas dans son cœur, mais il s'en fout quand même. L'objectif étant que derrière, il puisse mener à bien son plan d'implosion au sein du truc de l'ennemi. Dans le tome 2, notre Darrow national va essayer... il fait partie d'une famille. Du coup, je crois qu'il fait un test en début. Je pense que l'histoire commence comme ceci. Il fait un test et il échoue à ce test-là. C'est-à-dire qu'il est censé gagner, mais... l'ennemi a été aidé d'une manière ou d'une autre, de ce fait qu'il gagne finalement, et sa réputation, il la perd du jour au lendemain. Du coup, il devient un peu le paria, et vu qu'il n'est plus la personne vers qui tout le monde veut aller, il n'est plus le désiré numéro 1, et qu'il a peur de faire exploser sa couverture, en fait, il va créer un enchevêtrement de situations qui vont mener petit à petit à la guerre civile, en fait. Et durant tout ce tome-là, il y a beaucoup d'actions. En fait, on ne s'ennuie absolument pas. On le voit politiquer, en fait, faire des manigances politiques, psychologiques. Il y a de la guerre, il y a des bastons spatiales qui sont bien détaillés. Il y a ils font des réunions pour se projeter sur comment attaquer les ennemis. Et derrière aussi, il y a tous les gens de l'académie qu'on avait vu dans le tome 1, qu'on revoit dans le tome 2. Et honnêtement, il y a tellement de morts. C'est-à-dire que si vous êtes attaché à un personnage du tome 1,
soyez pas sûr que vous allez le retrouver jusqu'à la fin du tome 2 quoi. En fait, il y a énormément de morts. On les perd un par un en fait. On les perd tellement, ça fait mal au cœur. On les perd. Honnêtement, ça m'a fait mal. En fait, il y en a un que j'ai perdu dans le lot. Honnêtement, ça m'a fait mal. Il y a une nouvelle qui apparaît dans le tome 2 que moi j'ai trouvé, genre elle a du peps, elle a les punchlines, elle a une aura un peu badass de toute façon. Et je m'étais dit, bon, je kiffe cette meuf. Bref, je crois qu'elle va pas s'en sortir parce que la fin, en fait, on est un peu sur un doute, donc on sait pas. Tout ça pour dire que, honnêtement, le tome 1, je l'ai lu, Red Rising en mode j'aime bien, c'est pas mal. Mais le tome 2, honnêtement, il m'a beaucoup plus hypé que le tome 1. Parce que, justement, il y avait beaucoup d'action. Et je connaissais déjà la plupart des personnages qui revenaient dans le tome 2. Du coup, il n'y avait pas la phase où je devais essayer de comprendre la psychologie du personnage avant de comprendre pourquoi il fait des choix, what the fuck. On savait déjà à peu près à quoi s'attendre de leur part, tu vois. Donc... c'est une projection. Et là, honnêtement, c'était beaucoup plus intéressant. Le rythme était beaucoup plus... Il se passait tellement de choses. En fait, il ne se passe pas un chapitre sans qu'il y ait un truc qui se passe. Il y a toujours une situation qui leur tombe dessus. Il y a toujours des alliances qui se font et qui se défont à coups de rasoir. Il y a toujours des trucs étranges qui se passent. Du coup, en fait, les cartes sont redistribuées H24. Et ce qui m'a tué sur ce tome 2, c'est que la fin de Golden Sun, honnêtement, je suis restée bouche bée, j'étais là en mode merde. Ils viennent de redistribuer toutes les cartes. Toutes les cartes. Même ton daron national, là, tu sais pas ce qu'il devient. Honnêtement, tu sais pas comment il va faire pour continuer à s'en sortir en fait, parce que il est dans un baba actuellement. Donc là, je dois aller prendre le tome 3. Et prendre le tome 4 à la suite parce que j'ai peur en fait à la fin du tome 3 d'être en mode oh mon dieu je vois la suite et de ne pas avoir le tome 4. Donc je prends les deux tomes ensemble. Mais le problème c'est que je crois que le tome 4 il apparaît sous format poche en français que je pense la première dizaine de mars. Donc j'attends que ça apparaisse en mars pour prendre les deux. Mais après je serai un peu je serai un peu embêtée parce que du coup il y a 6 tomes normalement. Et il n'y en a que 4 qui sont traduits en français actuellement. Et au format poche. Moi j'aime bien les formats poche en fait. Donc, au pire je vais aller sur le truc en anglais quoi. Mais si c'est seulement en format poche ça m'arrange. J'espère qu'il sera en format poche. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Donc voilà. Et puis récemment j'ai terminé Pourquoi nous faisons ce que nous faisons de Joël Lévy. Alors... c'est particulier et j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un bouquin qui va essayer de donner des raisons. Pourquoi est-ce qu'on fait certains trucs en fait. Pourquoi est-ce que notre subconscient fait certaines actions. Pourquoi est-ce qu'on respire. Pourquoi est-ce qu'on rêve. En fait, il y a beaucoup de questions qui sont posées là. Auxquelles le livre essaie de répondre. Moi, j'ai bien aimé... par exemple, les questions comme pourquoi dormons-nous qui sont expliquées. J'ai bien aimé de savoir pourquoi est-ce que mon corps dort finalement. Pourquoi rêvons-nous, j'ai bien aimé aussi. Pourquoi aimons-nous les films d'horreur. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, l'analyse qui a été faite sur ce chapitre. Parce que j'ai toujours trouvé en fait le fait que les films d'horreur me fassent trop peur. Mais que j'aille quand même les voir de temps en temps. Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais attirée par ça. J'avais expliqué mon attrait pour ça par l'adrénaline. Enfin, par l'adrénaline. Non, adrénaline. Ça se dit comment déjà? Adrénaline. J'ai toujours pensé que c'est l'adrénaline qui en fait me poussait à aller voir les films d'horreur. Mais pas que en fait. Il y a d'autres trucs qui se passent au niveau du subconscient, au niveau de l'expérience vécue ou les expériences passées qui font que ça remet tout en perspective. Honnêtement, c'est un livre qui parle de philosophie et j'aime beaucoup ces temps-ci les livres qui parlent de philosophie. J'aime bien m'y plonger parce que je trouve fascinant que l'esprit soit quelque chose qu'on n'arrive toujours pas à décoder à 100%. On n'arrive même pas à décoder ça à 5% les gars. Et le cerveau n'en parlons même pas. On a à peine parcouru le 1% des potentiels liés au cerveau. Vous vous rendez compte? Je trouve ça fascinant quand même qu'on soit en 2022 et qu'on ait encore beaucoup de questions qui soient sans réponse. Et j'aime bien le fait que ce livre prenne le temps
d'expliquer où en est la recherche par rapport au sujet. On n'a pas forcément tout le temps des réponses catégoriques, hein, loin de là. Il y a beaucoup de chapitres où finalement on te retrace l'historique des avancées sur la question et on te propose des solutions ou en fait des affirmations que des scientifiques ont apportées sans pour autant te dire si on les valide ou pas, parce que ce sont des affirmations qu'on ne peut pas valider ou invalider finalement. Donc je crois quand même que on laisse le libre choix sur l'option qui nous convient en fait dans les propositions. Et quand la science prouve quelque chose, ils te le mettent aussi. Donc je trouve ça super intéressant. Il fait à peine 200 pages et honnêtement ça fait du bien. Ça fait énormément du bien de voir un bouquin dans ce genre qui essaie de te simplifier pour les... Vous savez, pour... Je suis pas du domaine de la psychologie, donc j'aime bien les romans qui essaient de vulgariser cette science-là et la rendre accessible à tout le monde. Donc voilà, c'est une petite reco quand même personnelle. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. J'ai beaucoup aimé. Et je dois avouer qu'en février, j'ai lu que des livres intéressants. J'ai lu que des bons bouquins. Clairement, honnêtement, clairement. Alors, au-delà de celui-ci, je suis en train de lire Americana. Je suis à la moitié, je crois, actuellement. Mais vu que j'ai pas fini, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'en parlerai dans cette vidéo. Je vais en parler dans la vidéo du mois de mars, quand je finirai en mars, je suppose. Mais voilà. Petit topo vite fait, Americana, j'adore jusqu'à présent. Ça fait plus de 700 pages je crois, et je suis à la page 320 ou 350, je sais plus. Mais honnêtement, j'aime bien ce qui s'y passe. Clairement, j'adore. J'adore. Il y a beaucoup de réalités africaines qui sont retracées dans le vécu, dans les expériences que vivent les personnages principaux, pardon, que j'ai beaucoup adoré. Donc je crois qu'en février j'ai lu que de bons bouquins, clairement. Bref, je crois que je vais arrêter cette vidéo comme ça. J'ai pas d'autre chose à dire finalement. Je vais juste vous dire quand même que si je devais classer tous ces bouquins là, si je devais classer les 3 bouquins que j'ai lus en janvier et en février par ordre de préférence, je dirais que je commencerai par celui-ci, qui a été vraiment un gros coup de cœur. Honnêtement, je ne m'attendais pas à l'aimer à ce point-là parce que le tome 1, autant j'ai aimé, mais en mode, ça va. Celui-là, je l'ai vraiment kiffé. Vraiment kiffé. Vraiment. Ensuite, il y aura celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi, qui parle de psychologie, comme je vous l'ai dit. Honnêtement, il débunk un peu le truc et il rend ça accessible dans le raisonnement, dans l'historique. Et voilà, ça peut donner envie d'aller vers des bouquins plus détaillés en psychologie. Donc il est pas mal. Et puis finalement les Hauts de Hurlevent, que voilà, j'ai eu du mal à finir parce que je m'attendais à une histoire d'amour et j'ai eu une histoire de revanche. Donc ouais, donc voilà. Écoutez, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour un match book wrap-up et que j'aurai plus de matière en fait à détailler cette fois-ci. Bref, croisons les doigts, sinon ben, on aura plus de drama, hein, écoutez. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!